travail d'équipe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par haute performance du travail d'équipe? Une entreprise utilise plusieurs ressources, mais la première ressource de l'entreprise, ce sont les ressources humaines. Quand je dis utilise plusieurs ressources, c'est-à-dire on utilise des moyens financiers, on utilise des matières, on utilise des bureaux, mobiliers, donc on utilise des équipements informatiques, donc tout ça, ce sont des ressources. Mais la première ressource d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. Et c'est la ressource la plus importante. Parce que c'est le travail que ces ressources humaines-là vont faire qui va permettre donc, que les processus fonctionnent et qui va nous permettre de voir est-ce que nous allons vers notre condition stratégique, nous allons dans le sens de notre condition stratégique. Donc, l'excellence opérationnelle peut être atteinte et soutenue par la bonne attitude, la bonne mentalité et les bonnes compétences. Donc, il faut une haute performance du travail d'équipe. Donc, vraiment, le modèle d'excellence opérationnelle, quand on dit on veut atteindre l'excellence opérationnelle, c'est la mise en œuvre réussie d'un système d'exécution qui va intégrer efficacement et de façon transparente les 4 éléments constitutifs qui sont là. Le déploiement de ta stratégie, la gestion de ta performance, l'excellence de tes processus et la haute performance de tes équipes. Donc, c'est ça qui constitue un modèle d'excellence opérationnelle. Donc, je ne sais pas si c'est bon concernant l'excellence opérationnelle, de quoi il s'agit. Donc, maintenant, pourquoi l'amélioration continue est-elle cruciale pour l'excellence opérationnelle? Je vous ai expliqué tout à l'heure la stratégie, la gestion de la performance qui compte ta boussole pour ta voiture et l'excellence des processus. Donc, qui est ton tableau de bord qui permet de voir est-ce que ta voiture délivre correctement, donc roule correctement, roule efficacement, et la haute performance de tes équipes, donc qui mettent en œuvre au quotidien ces conditions stratégiques. Donc pourquoi l'amélioration continue est cruciale pour l'excellence opérationnelle? Première chose, l'optimisation des processus. Donc en analysant régulièrement les opérations, les entreprises peuvent détecter les gaspillages et les inefficacités pour les éliminer et pour améliorer l'efficacité. Donc, tu as ta voiture qui a un tableau de bord qui te permet de voir comment ta voiture roule. Donc, si tu vois que ta consommation de litres au kilométrage est très élevée, ça veut dire que ta voiture consomme trop de carburant. Donc, il faut revoir. Donc, c'est un gaspillage. Parce que toi, tu veux aller à Korobo. Donc, dans ta boussole, tu vois le trajet pour aller à Korobo. Mais, c'est ta voiture qui va rouler pour aller à Korobo. Donc, si la consommation de carburant est trop élevée, tu risques de ne pas arriver à Korobo et de t'arrêter au bout de chemin. Donc, parce que tu as gaspillé une des ressources qui est ton carburant. Donc, optimiser tes processus. Le premier objectif, c'est d'éviter les gaspillages. Donc, faire en sorte que ton processus arrive à utiliser le moins de ressources pour atteindre son objectif. Donc, je donnais tout à l'heure l'exemple des télécoms où on a plusieurs processus. Donc, pour moi, une livraison, par exemple, on va dire moi, je veux installer mes clés en 5 jours. Ça, c'est un objectif. Est-ce que mon processus me permet d'installer mes clients en 5 jours? Si mon processus ne me permet pas d'installer mes clients en 5 jours et que je les installe en 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire 5 jours à chaque fois de potentiel chiffre d'affaires. Et si je n'installe pas tous mes clients en 5 jours, les clients qui vont attendre et qui vont rester dans la corbeille et patienter pour que l'installation se fasse, peuvent à un moment donné dire bon, je ne suis plus intéressé. Or, dans mon ambition, je vais être numéro 1 en volume et en valeur. Donc, optimiser mon processus, là, ça va me permettre d'être plus efficace et de travailler dans le sens d'atteindre à chaque fois ma vision stratégique. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand j'optimise mes processus, par ricochet, qu'est-ce que je gagne? Je vais améliorer la qualité. Donc, une attention constante aux détails permet de réduire les défauts et d'augmenter la qualité des produits ou services offerts
répondant ainsi mieux aux attentes des clients. Donc, j'améliore mon processus en réduisant les gaspillages, les inefficacités, et par ricochet, ça améliore mes produits, puisque mon processus va me permettre de délivrer un produit, un résultat pour mon client. Et quand je vais améliorer ce processus, par ricochet, j'améliore la qualité de mon produit. Et en améliorant la qualité de mon produit, je vais attirer plus de clients à moi. Parce que généralement, les clients, c'est la qualité et le prix qui sont les éléments clés de décision, qui sont les éléments les plus importants pour eux lorsqu'ils veulent effectuer un achat ou bien lorsqu'ils veulent contractualiser avec une personne. Donc, je vais améliorer la qualité. Et troisième élément, ça va me permettre de réduire mes coûts. Parce que quand tu optimises ton processus, tu fais moins de gaspillage. Je vais donner l'exemple de la voiture. Je quitte Abidjan, je vais à Port-au-Loup, je m'arrange à avoir une consommation au kilomètre de peut-être 7 litres ou 100 km. Par rapport à un autre véhicule qui fait 20 litres pour 100 km. Celui qui fait 20 litres pour 100 km, il va consommer beaucoup plus de carburant que celui qui fait 7 litres pour 100 km. Donc, qu'est-ce qui va arriver à la fin de la journée? Donc, vu que l'autre consomme 20 litres et l'autre consomme 7 litres, si j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, c'est pas forcément de 50 litres pour arriver à Port-au-Loup comme carburant, avec l'autre véhicule, je vais payer 100 litres, sinon plus. Donc, en optimisant mon processus, par ricochet, j'améliore la qualité, mais je réduis mes coûts, donc toutes mes charges directes et indirectes. Donc, l'élimination des inefficacités et des gaspillages conduit à une diminution de mes coûts opérationnels et va renforcer ainsi la compétitivité de mon entreprise. Pourquoi ça renforce ma compétitivité? On est dans un monde futur. Donc, à tout moment, un acteur peut quitter dans sa zone géographique et venir compétir sur mon marché, puisque le monde est vraiment ouvert, le monde est plus fermé. Il vient compétir sur mon marché avec un prix qui est inférieur au prix que je propose. Automatiquement, les clients vont aller tester son produit. Parce qu'ils vont tester son produit et qu'ils se rendent compte que c'est de bonne qualité, je perds un client. Or, si j'arrive à optimiser mon processus, donc je réduis mes gaspillages, donc ça va me permettre de réduire mes charges directes et indirectes. Donc, avoir dans mon équation de profit là, plus de marge. Parce que ton équation de profit, c'est quoi? C'est ce que je vends au client, ça doit être mon revenu, donc mon bénéfice, plus mes dépenses, mes charges directes et indirectes, et c'est ce qui est vendu au client. Si ma marge augmente à tout moment, parce que je réduis mes charges là, à tout moment je peux jouer sur mon prix final. Parce que mon prix final là, vu que j'ai une grosse marge, je peux à chaque fois moi-même réduire ma marge de sorte à être plus compétitif sur le marché. Donc il est important dans l'optimisation du processus, dans l'excellence du processus, dans l'amélioration continue du processus, donc d'éliminer tout ce qui est inefficacité, tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est défaut, pour réduire les coûts opérationnels et avoir une équation de profit qui est plus intéressante et ainsi renforcer ma compétitivité. Parce qu'à tout moment, si un acteur rentre sur le marché, s'il joue sur le prix, je peux répondre. S'il joue sur la qualité, je peux répondre aussi. Parce que j'ai amélioré ma qualité, mes processus sont hyper efficaces. Quels que soient les éléments sur lesquels il va jouer pour pénétrer, pour s'insérer sur le marché, si moi, le processus, je les maîtrise et ils fonctionnent efficacement, je serai réactif face à ce acteur sur le marché. Et derrière, donc, qu'est-ce que ça va me donner comme caractère de vie? C'est l'adaptabilité à tout. Donc, une culture d'amélioration continue va permettre à l'organisation de s'adapter rapidement au changement du marché et aux nouvelles exigences, assurant sa pérennité. J'aime bien cet exemple-là, parce que bon, c'est un exemple que je vis. Quand vous êtes arrivé sur le marché, ils ont eu un modèle économique qui a bouleversé le marché. Et les opérateurs, tels que Laurent,
s'est aligné, mais nous, derrière, on a continué de bosser sur nos processus pour améliorer nos processus. Donc, quand l'opérateur Wave vient et qui casse la valeur sur le marché, toi, au départ, ta première année, tu fais des pertes. Parce que tes processus n'étaient pas adaptés à cette marge réduite. Mais pour rester sur le marché, tu étais obligé de t'aligner. Donc, tu as diminué ton prix. Tu diminues ton prix, tu as diminué tes revenus. Mais tu dépenses beaucoup. Donc, vu qu'on a adapté continuellement nos processus, on est resté vraiment dans cette logique d'amélioration continue, après un an, on a redressé la barre et on a été de nouveau rentable, profitable. Mais si on n'avait pas cette culture d'amélioration de nos processus, ça allait être difficile pour nous sur le marché. Parce qu'on allait devoir chercher des ressources pour accompagner notre action stratégique et opérationnelle pour faire face à cet aspect sur le marché. Et c'est pareil dans tous les secteurs. Chez la fibre, il y a Vivendi avec Canal Box qui sont arrivés sur le marché. Nous, on faisait dans le temps l'offre à 20 000, donc l'offre de prix sur le marché à 20 000, et eux sont arrivés à 15 000. Tout le monde a commencé à partir sur Canal Box. Mais si nous on restait sur nos 20 000, on allait perdre les clients. Donc, on s'est aligné en termes de prix, mais vu que notre processus était continuellement en réflexion d'amélioration continue, les marges qu'on dégageait par le passé, on les a perdues dans un premier temps. Mais on a réduit donc nos coûts d'implémentation. Quand je dis nos coûts d'implémentation, c'est-à-dire le déploiement de la fibre. Ça nous coûte quelque chose. Donc le coût du déploiement a été revu fortement. Donc on a challengé tous nos fournisseurs qui nous envoient du matériel. On a rediscuté un peu les offres de prestations pour installer donc, les différents équipements. On a notre filiale CIC, qui est notre partenaire PDG, à qui on a demandé de faire de gros efforts pour améliorer ces niveaux de performance. Et ça nous a permis donc rapidement de redevenir rentable et de conserver la fibre comme un véritable relais de croissance. Donc ça sont des informations stratégiques, mais ça ne doit pas sortir d'ici. C'est ça, non? C'est ça, je continue. Ça ne va pas sortir d'ici. Ce sont des exemples que je donne pour mieux imager donc, cette adaptabilité accrue là, que l'amélioration continue peut te donner. Nous donner à une organisation face à un acteur qui vient sur ton marché et qui bouleverse. Et il faut se dire la vérité, tu n'es pas le seul à avoir une idée. Donc d'autres vont venir, ils vont essayer de pénétrer le marché et ils vont jouer toujours sur le coup. Pour pénétrer le marché, ils jouent toujours sur le coup. Et après, maintenant, ils vont essayer de jouer sur la qualité des services, ainsi de suite. Mais le premier élément sur lequel ils vont jouer, c'est le coup. Et si toi, tes processus, là, tu ne les améliores pas en continu pour réduire tes coûts, maîtriser, éliminer tout ce qui est gaspillage, tes coûts opérationnels seront trop élevés et tu ne seras pas profitable. Ton entreprise ne sera pas rentable. Et tu risques de mettre la crise sur le variation. Donc vraiment, l'amélioration continue est cruciale pour l'excellence opérationnelle parce qu'elle va nous permettre d'optimiser nos processus, d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et d'avoir cette adaptabilité accrue. Donc l'amélioration continue est ce levier de l'excellence là, car elle permet aux organisations d'optimiser en permanence le processus, leurs produits et services. Et cette démarche vise toujours à identifier systématiquement les inefficacités et à mettre en œuvre des solutions pour les corriger, contribuant ainsi à une performance globale accrue. Donc, quand tu as une démarche d'amélioration continue, ça veut dire que tu ne t'arrêtes plus en fait. Tu dois être tout le temps en train de chercher dans mon tableau de bord de ma voiture, qu'est-ce qui ne va pas et puis j'améliore. Qu'est-ce qui ne va pas et puis j'améliore. C'est-à-dire c'est comme une philosophie, c'est comme une culture. Tout à l'heure, on va le voir quand on va regarder un peu les outils qualité. Donc là, on est en train d'expliquer un peu le concept. Mais quand on va regarder dans les outils qualité, comment on met en œuvre l'amélioration continue, vous allez voir qu'il y a des géographies où culturellement, ils ont adopté ça comme principe de fonctionnement. Au Japon, par exemple, en Chine, ils ont adopté ça comme principe de fonctionnement. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils ont atteint des niveaux d'excellence pas possible. Avant, qui pouvait penser que Huawei allait être un téléphone que les gens allaient payer, que Tecno allait être un téléphone que les gens allaient payer, que Infinix allait être un téléphone que les gens allaient payer. On voyait ça comme Shinto.
tout ce qui est Shinto, ça ne tue pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés aux critiques. Ils les ont utilisés comme levier pour améliorer leurs produits. C'est-à-dire, quand on te critique, eux, ils ont pris ça comme un levier. Ils disent, ah, on doit améliorer sur ça. Et cette culture, cette philosophie-là, ils l'ont appliquée tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et au fil du temps, leurs produits sont devenus de meilleure qualité. Et finalement, ils sont très compétitifs sur le marché. Parce que le rapport qualité-prix, il n'y a pas match. Aujourd'hui, quand on parle des véhicules chinois, les gens ont tendance à se dire, mais bon, est-ce que les véhicules chinois, c'est résistant? Mais quand tu prends le secteur des devices, donc BIM, où on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont quasiment efficaces sur le marché un peu partout. Mais vous allez voir que d'ici 2-3 ans, si on ne fait pas attention, bon, Toyota aussi, ils sont forts, les Japonais, ils sont très forts. Mais le parc auto, là, on n'aura plus de véhicules français comme ça, ni de véhicules allemands. On aura japonais, chinois, coréens. Regardez, vous allez voir, Hyundai, Toyota, et puis tous les Shandong, les MG, il y a une chose qui m'a fait rire. MG, c'est une marque anglaise, mais que les Chinois ont racheté. Et les gars qui étaient tout petits, tous moins, mais leur efficacité, leur amélioration continue de leurs produits ont fait qu'ils ont généré de la masse, de la ressource financière. Et aujourd'hui, ils rachètent ces grosses compagnies. C'est, on va dire, il y a 10 ans, on me disait ça, il y a des parce que c'est les Chinois vont acheter une marque anglaise qui commence à beaucoup, ils vont trouver l'argent. Mais ils sont en train de le faire maintenant. Ils sont en train de le faire. Et c'est vraiment ces valeurs, cette philosophie d'améliorer en continu. C'est-à-dire, quand j'atteins un certain niveau, je ne m'arrête pas là pour dire, bon, je vais me reposer, j'ai atteint un certain niveau. Non, ils continuent. Ils continuent, ils cherchent quelle est l'inefficacité nouvelle dans mon processus. Et ils vont corriger. Après, il va chercher quelle est l'autre inefficacité. Et ils vont corriger. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de rechercher les inefficacités et ils les corrigent. Ils les recherchent, ils les corrigent. Donc l'amélioration continue, c'est vraiment ce principe-là où continuellement tu essaies d'identifier qu'est-ce qui est inefficace dans ton processus et tu le corriges. Inefficace, corrigé. Inefficace, corrigé. Donc comment mettre en œuvre l'amélioration continue pour atteindre une excellence opérationnelle? Ça, c'est la partie la plus intéressante. L'amélioration continue commence par l'engagement de l'activité. Quand je dis l'engagement de la direction, c'est au plus haut niveau, donc depuis la direction générale. Et nous, à Orange, il faut reconnaître que notre top management est très engagé dans tout ce qui est démarche d'amélioration continue de l'excellence opérationnelle. Parce que quand on a été certifié ISO 9001, en fait, on a été certifié en 2010, ISO 9001, mais c'était sur le marché entreprise et opérateur, nos produits fixes. En 2012, on a intégré le fixe, le mobile et l'Internet et on a certifié donc toujours sur le marché entreprise et opérateur toutes nos activités de conception, développement, lancement, commande livraison, exploitation de services après-vente sur ces produits. Donc quand on a eu la certification, notre DG nous a dit, oui, la certification c'est bien, mais comment on peut de façon continue contrôler la qualité de nos produits? Parce que il venait de revenir en Côte d'Ivoire, il avait été directeur financier, et ensuite il est parti au Botswana où il était DG, et il venait de rentrer au pays pour occuper la direction générale de l'entreprise. Et comme il avait beaucoup de connaissances, et qu'il venait d'arriver dans le directeur général, à chaque fois qu'une de ses connaissances avait un souci, il était comme un call center. On appelle, ah, Mamadou, les gars, je suis allé les voir depuis, ils ne l'ont pas installé, le truc est bizarre, je ne comprends pas, machin, machin. Donc chaque jour, il reçoit des coups de fil, genre, soit le client est mal installé,
soit la réclamation n'est pas traitée, ou bien soit il n'était pas facturé. Donc, on avait quand même quelques soucis opérationnels. Il ne faut pas y aller mentir. Il n'y a pas une société qui n'a pas de soucis opérationnels. Voilà. On a des soucis. C'est vrai qu'on est dans la démarche d'excellence. On a atteint certains niveaux de leader sur le marché, mais ce n'est pas dit qu'on n'a pas de soucis. L'efficacité, là, c'est inhérente à tout système. Donc, on l'appelait tout le temps. Donc, il avait notre directeur qui dit, ah, vraiment, vous êtes certifié sceptique. Nous sommes certifiés sceptiques. Mais comment on peut faire pour améliorer le contrôle de qualité sur nos prestations pour ne plus qu'on ait à chaque fois des clients qui l'appellent. Et puis, bon, vous savez, quand tu connais quelqu'un, vous avez des bons amis ensemble, tu as commencé directement, vous voyez, les gens qui font en agence, il y a certains même qui font en agence, quand ils parlent un peu mal, l'appel en même temps le DG, qui te montrait que hey, tu connais le DG, on te transforme, tu vois. Donc, ils appelaient trop le DG, donc il en avait un peu marre de toujours être appelé, parce qu'on est certifié et puis on passe tout le temps à marquer. On passe tout le temps à marquer. Donc, c'est dit que le certificat c'est bien, mais votre contrôle qualité, il faudrait que vous puissiez le consenser. Mais il nous a demandé de réfléchir pourquoi on ne peut pas améliorer le contrôle qualité, comment on peut améliorer le contrôle opérationnel. Bonne l'entreprise. Donc on a dit, ah, c'est bien, mais comment on va faire? Donc on a mis en place un comité de réflexion, on a commencé à réfléchir. Et en se rapprochant du groupe, on a vu qu'il y avait des certifications 6 sigma qui étaient des méthodes de résolution de problèmes qui pouvaient nous aider donc à améliorer en continu le processus. Donc on est parti de voir que on veut lancer un système d'excellence, donc le management de la performance, et on a le groupe qui peut nous accompagner. Le DG n'a pas hésité, il a fait les billets d'avion, il nous envoie en formation, il a mis les moyens à notre disposition. Il a montré qu'il avait envie qu'on réussisse, donc il nous a donné les moyens. Quand on allait faire les formations, les revenus, on a commencé. On a dit, bon, il faut que tout le personnel soit sensibilisé, tout le personnel ait la culture de l'amélioration continue. Donc, il a mis les moyens, on a pris des cabinets, on a fait des sessions de formation sur les basiques de l'amélioration continue à l'ensemble des salariés, plus de 1300 salariés. Donc, on mettait les gens en salle, on parlait de l'amélioration continue, c'était vraiment des séances de formation. Donc, pour faire en sorte que les gens comprennent quoi de l'amélioration continue, qu'est-ce que ça signifie, de quoi on parle, et comment on peut faire. Donc, quand on a commencé à déployer le corps de l'entreprise, ça a permis de créer de cette qualité, donc des entités qui se réunissent ensemble et puis qui analysent une situation de l'efficacité, qui proposent des actions d'amélioration et qui obtiennent des résultats. Donc, on est venu nous voir pour dire, ah, si on veut que cette culture, les gens s'en imprègnent et qu'ils continuent, il faut qu'on puisse derrière avoir des mesures incitatives. On ait des intéressements pour faire que les personnes peuvent continuer. Par exemple, tu viens, tu es payé pour des tâches opérationnelles, tu as la fiche de poste. Maintenant, améliorer en continu des productions bien des tâches opérationnelles, c'est vrai, c'est dans ta fiche de poste, mais tu n'as aucune obligation tant que ton chef ne te dit pas de le faire. Mais quand toi-même tu prends une initiative, donc améliorer en continu la performance et que tu obtiens des résultats, il faut qu'on te récompense, il faut qu'on te motive, il faut qu'on t'intéresse. Donc, il n'a pas hésité à valider donc, un programme des awards de l'amélioration continue où on te célébrait, on te mettait à l'honneur, on publiait donc ta vidéo sur nos différents espaces. Donc, on a des espaces de communication interne. Donc, sur nos différents espaces de communication. Et quand on faisait les assises awards, on mettait donc, c'est pas grand chose, hein, mais c'est tu as un diplôme et tu as des bons d'achat, des bons Orange Money, donc quoi, tu vas faire ce que tu veux. Donc, mais ça, ce ne sont pas des choses qui se sont faites en un an. C'est depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'on progresse et qu'on vient avec des propositions, il adhère automatiquement à la proposition. Il dit, ah, si vous pensez que c'est ce qu'il faut, parce que lui n'est pas expert sur la méthode. Donc, si toi, l'expert, tu dis c'est comme ça, on doit faire, c'est ce qu'il faut. Ok, allons-y. Ça demande combien? Il regarde avec la BF. Ok, est-ce qu'on peut gérer? Est-ce qu'on a le budget? Est-ce que ça va pas jouer? Ok, donc allons-y. Et il donne le ok. Donc, l'engagement de la direction, c'est le premier
opérationnel. Il faut aussi que l'entreprise accepte que ces personnes-là dégagent du temps, puisque quand tu viens là, tu as une liste de tâches à faire. Si tu ne le fais pas, ça se reporte sur le lendemain. Si tu, par exemple, au niveau des équipes qui traitent les réclamations, tout ce que tu n'as pas traité aujourd'hui, ça rend ta tâche de demain. Et demain, tu as de nouvelles réclamations qui vont. On t'a combien au moins. Tout ce que tu n'as pas traité là, ça va dans ta tâche du lendemain. Et tu as de nouvelles tâches aussi qui vont dans ta combien. Et chaque jour, tu es bien avec le scénario de réclamation. Donc, si on ne dégage pas les ressources humaines pour pouvoir travailler sur ces sujets d'amélioration, on ne pourra pas aussi analyser et comprendre la situation et traiter les inefficacités. Donc, à ce niveau-là, vraiment, il a mis tout à notre disposition pour pouvoir sensibiliser, toucher l'ensemble des salariés, créer des cadres de travail pour que ces personnes-là puissent travailler sur les sujets d'amélioration de leurs entités, pour que ce soit un service, un département, une direction, et ainsi de suite. Donc, après ce premier point-là, le deuxième point, c'est la participation des employés. Parce que la direction générale peut donner des moyens, elle peut mettre des moyens à votre disposition. Mais si les employés eux-mêmes, les collègues eux-mêmes, ils ne participent pas, parce que c'est celui qui applique une tâche au quotidien qui est la première force de l'opposition. Parce que c'est lui qui vit la réalité. Toi, tu as une méthode, tu vas lui dire, bon, on va décrire le problème, on va analyser avec les données, on va chercher les causes racines, mais tu ne peux pas les inventer. Tu es obligé de discuter avec lui, échanger avec lui, et c'est pendant ces échanges-là que les informations vont remonter. Donc la participation et l'implication des employés, c'est un élément fondamental. Et la chance que nous avons eue à Orange, c'est que quand on a commencé les formations sur l'amélioration continue SPC, automatiquement, ça a en tout cas parlé à beaucoup qui se sont retrouvés donc, dans les illustrations qu'on avait eu à faire. Et comme ça leur a parlé, automatiquement, ils se sont engagés, ils se sont impliqués. Donc, quand on a eu à mettre en place les sectarités, les premiers projets d'amélioration continue, ils n'ont pas hésité à donner du temps, à donner de l'énergie pour faire avancer dans ces sujets-là. Et Dieu merci, on a eu des résultats donc, qui ont permis ensuite aux autres entités de dire ah, ça marche, donc on peut le faire. Et ainsi de suite, chacun a commencé à entrer tout doucement dans la démarche. Donc on n'a pas démarré. C'est vrai qu'on a formé 1300 salariés, mais c'était beaucoup. Mais les 1300 salariés n'ont pas commencé en fait la relation continue. Il y a quelques groupes qui ont démarré. Et puis ces groupes-là, les succès qu'ils ont obtenus ont motivé et ont incité les autres à se lancer. Parce que bon, les problèmes que tu vis là, tu vas les vivre tous les jours. À un moment donné, c'est épuisant physiquement et moralement. Parce que tous les jours où tu viens, c'est toujours le même problème. Tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, la pression. Donc physiquement et moralement, ça t'épuise. Maintenant, quand tu vois que il y a un autre là-bas, les partis, ils ont fait des ateliers, ils ont cherché les causes, ils ont fait des actions. Aujourd'hui, c'est que généralement, ils sont relax, ils ont moins de pression. Ah, mais comment ils ont fait? La personne s'intéresse. Quand la personne se rapproche, ils disent on a commencé des ateliers avec les équipes de la qualité, là, on a fait ceci, on a fait cela, bla, bla, bla. Et au fur et à mesure, ça permet donc d'embarquer tout doucement. Donc, les différents salariés dans ce principe, dans cette culture. Et aujourd'hui, à Orange, même quand tu entends les directeurs discuter, ils vont te parler de l'amélioration continue, d'être disruptif, donc vraiment toujours changer, améliorer notre manière de faire, c'est-à-dire que tu sens que cette culture-là a commencé à germer dans l'esprit de tout le monde. Et ça devient maintenant un mode de fonctionnement donc, qui est en train de se pérenniser tout doucement. Donc après la participation des employés, il y a l'utilisation des outils appropriés. Donc dans les outils et les méthodes de résolution de problèmes, il y a plusieurs. Il y a le Lean Management, il y a Six Sigma, il y a le Kaizen, il y a le TOC. Donc, ce sont des méthodes qu'on va regarder un peu plus tard. Donc, vous connaissez aussi quels sont les bons outils à utiliser, mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir, et ça c'est essentiel, c'est comme
un menuisier. Je dois faire des travaux ici. J'ai un petit marteau, j'ai un gros marteau, j'ai une pince, j'ai quoi. Donc, en fonction de ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil approprié. Je ne vais pas prendre, par exemple, un gros marteau. Venir mettre une petite pointe sur, par exemple, cette table. Un gros marteau, ça me demande beaucoup d'efforts, alors que la pointe est toute petite. Un petit marteau aurait suffi. Donc, quand vous allez, bon, je ne sais pas si vous pouvez déployer l'adoration continue chez vous, mais au cas où vous déployez l'adoration continue chez vous, en fonction des problèmes ou des sujets que vous allez traiter, vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les outils les plus sophistiqués, les plus complexes, parce qu'il y a des outils qui sont vraiment très complexes, et il y a des outils qui sont très light. Et les outils, ce sont les outils d'adoration continue. Donc, des outils qui sont très light. Donc, en fonction de la problématique, il faut utiliser le bon outil. Par exemple, si tu veux améliorer la fluidité dans ton processus, tu peux utiliser le lean management. Parce que c'est le lean qui va te permettre d'identifier dans ta chaîne de valeur quelles sont les étapes d'une valeur ajoutée pour le client, quelles sont celles qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le client. Et puis maintenant, voilà comment je réduis les étapes sans valeur ajoutée. Si tu veux réduire tes défauts, tu vas utiliser 6 sigma. Si tu veux améliorer ta variabilité, tu vas utiliser 6 sigma. Si tu veux traiter tes combos, tes compléments, tes maillons, tu vas utiliser le top. Donc, en fonction du problème que tu as à traiter, il faut utiliser aussi l'outil adéquat. C'est comme à l'hôpital. Tu dis non, j'ai mal à la poitrine, et puis tu t'en vas faire prise de sang. Ça ne va pas te donner d'informations sur ton mal de poitrine. Il faut peut-être faire une radio ou bien une IRM pour comprendre ce qui se passe au niveau de ta poitrine. La prise de sang ne peut pas te permettre de comprendre le mal. On ne sait jamais, on ne sait pas médecin. On ne sait jamais. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il faut toujours utiliser le bon outil, sinon tu vas dépenser beaucoup d'énergie, alors que tu aurais pu utiliser un outil beaucoup plus simple qui allait t'apporter le même résultat. Et dernier élément, c'est le suivi et l'évaluation. C'est pour ça qu'on dit l'évaluation continue. Quand tu commences, tu t'arrêtes. Parce que les indicateurs de performance que tu vas mettre en place, mesurer ton projet, il faut après continuer de les mesurer. Je vous donne un exemple. Et ça, ce sont les Japonais qui sont très forts. Toyota, ils ont mis en place, donc on va voir tout à l'heure, le système d'excellence opérationnelle qu'ils appellent le Toyota Production System. Dans ce Toyota Production System-là, ils ont eu donc pour habitude de tracer et d'enregistrer tout ce qu'ils font. Ils ont un très bon traçage. Donc ce qui a fait que, c'est pas en quelle année là, il y a eu un modèle de Toyota qui avait des problèmes d'embrayage. Donc c'est une série de la production qui, pendant les contrôles qualité, avait été contrôlée avec un appareil qui n'était pas étalonné, qui n'était pas bien calibré. Donc les valeurs que cet appareil-là donnait étaient de fausses valeurs, mais les techniciens et les opérateurs qui étaient sur la chaîne de production n'avaient pas d'informations. Donc eux, ils ont validé la production qui était faite. Et quand le produit est sorti, donc il est commercialisé, que les gens ont commencé à constater. Parce que Toyota, c'est le seul concessionnaire qui te garantit un véhicule sur 10 ans. Et quand tu mets un véhicule Toyota, les pièces de rechange sont garanties sur 10 ans, à part les consommables. Les consommables, c'est les gens, les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, en français, ça finit. Les filtres à air, les filtres à bouche. Ça aussi, forcément, ça va finir. Mais par exemple, ta boîte de vitesse, ton moteur, ton essieu, ceux-là, ils sont garantis 10 ans. Avant 10 ans, tu ne dois pas avoir de problème. Pour un véhicule français, c'est garanti 3 ans. Et puis en 2 ans même, les pièces à commencer à faire façon à son temps. Pour un véhicule allemand, c'est garanti 5 ans. Mais quand tu donnes le prix de la pièce de rechange, c'est mieux que tu une nouvelle voiture. Non, les Chinois, c'est pas garanti. Mais les Chinois, moi, je dis toujours, ce sont des gars qui apprennent vite de leurs erreurs, qui corrigent vite leurs erreurs. Donc, s'ils ont sorti une voiture aujourd'hui qui est garantie 2 ans, l'année prochaine, le même modèle, ce sera garanti 5 ans. L'année prochaine, le même modèle, ce sera garanti. Elle dit, au fur et à mesure, ils s'améliorent.
C'est-à-dire tout ce qu'on leur reproche là, ils le prennent comme un levier d'amélioration. Et ils vont travailler dessus. Mais c'est l'efficacité qui leur est reprochée. Donc il faut travailler dessus. Et ils vont améliorer. Donc l'instant, quand je regarde les constructeurs chinois, là, je n'ai pas les garanties, mais Hyundai, coréen, c'est 7 ans. C'est Toyota qui fait garantie 10 ans. Pour montrer à quel niveau ils sont en termes d'excellence. Donc le système de traçabilité chez eux là est tellement parfait que quand les premiers clients sont revenus pour dire ah mais j'ai un souci en mobilier, j'ai un souci en mobilier, ils ont checké, ils ont analysé, ils ont regardé. Et ils se sont rendus compte que c'est l'équipement qui devait faire le contrôle qualité là, qui n'était pas étalonné et qui a laissé passer donc une série de productions non conformes. Ils ont rappelé, c'est-à-dire tous les clients, ils ont dit voici de série temps à série temps, si aujourd'hui de cette série-là revient, on répare gratuitement et on te fait un bonus pour le client. Parce que tout est tracé, tout est enregistré, tout est suivi. Donc quand tu montres ton amélioration continue, tu es obligé de toujours suivre, mesurer et évaluer. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je ne vois pas le problème, mais dans 2-3 ans, si le problème ressort quelque part, tu as l'historique nécessaire pour aller retrouver tes archives, comprendre qu'est-ce qui n'avait pas marché à cette époque-là, corriger ce qui n'avait pas marché, et puis réinformer tous les clients pour dire bon, vous là, voici. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de chez nous, on va dire, en tant qu'opérateur. Quand on installe la fibre chez un client, on fait un test. C'est un équipement qui fait le test. L'équipement, on doit étalonner chaque année pour être sûr que les mesures qu'il fait là sont bonnes. Mais quand on a testé l'installation du premier temps est partie, après, il n'y a pas de traçabilité d'enregistrement. C'est fini comme ça. Donc, le fait que Toyota ait réussi à identifier toutes les productions d'embrayage qui étaient défectueuses et puis à rappeler là, si nous un jour on vient nous dire, ah, l'équipement lui là, il était mal étalonné, donc toutes les liaisons que vous avez qualifiées, cet équipement là, allez reprendre parce qu'il peut avoir des défauts qu'il faut corriger pour ne pas que les clients soient en train de payer. Quand la liaison n'est pas bonne là, les gars vont appeler tout le temps, oui, ça ne marche pas aujourd'hui encore, mais les gars ne peuvent pas. Il vous de toi, il est appelé. Et c'est un client qui peut, à un moment donné, à force d'être fatigué d'appeler, dire bon, moi je vais essayer, on doit faire. Mais nous, on n'a pas cette capacité aujourd'hui. On n'a pas cette capacité de dire bon, toutes les raisons que j'ai qualifiées avec cet équipement, les voici. Donc, c'était un client, donc on va retourner pour aller le qualifier, s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. On n'est pas capable. Cette traçabilité, on ne l'a pas. Or, Toyota, ils sont très bons. Donc, le suivi et l'évaluation, c'est quelque chose qui est important dans l'animation continue parce que si tu ne fais pas d'enregistrement et que tu ne suis pas continuellement ta performance, bon, à un moment donné, tu vas être dans une situation qui peut bouleverser, donc tu vas découvrir de nouvelles efficacités. Quand tu vas entrer en phase d'analyse, comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, tu n'as pas les éléments de traçabilité qui vont te permettre de dire bon, c'est ça, c'est ci, c'est comme ça. Et puis, améliorer ton processus. Donc, retenons une chose, pour mettre en œuvre l'amélioration continue pour atteindre l'excellence opérationnelle. Premier élément, il faut l'engagement de la direction. Deuxième élément, il faut la participation et l'implication des employés. C'est pour ça que la ressource humaine, c'est la première ressource et la plus importante de notre entreprise. Ce sont les hommes qui sont restés. Si ce sont pas les hommes, les machines n'ont pas travaillé sur. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de robotisation, mais même le robot là, il y a un opérateur qui montre les instructions et puis le robot commence à travailler. Donc la première ressource là, ce sont les hommes. Donc il faut qu'ils soient impliqués et qu'ils participent. Ensuite, il faut qu'on utilise les bons outils. Parce qu'on a beaucoup d'outils de qualité, beaucoup d'outils de résolution de problèmes. Mais tous les problèmes n'ont pas besoin d'être traités avec le même outil. Donc on peut utiliser le lean management, on peut utiliser Six Sigma, on peut utiliser la théorie des contraintes. Donc il y a plusieurs outils et on va regarder quelques outils qui permettent. Et dernier élément, il faut suivre et évaluer en continu notre processus, nos performances et tracer toutes nos actions par des enregistrements pour vraiment avoir de façon
croissance durable et une satisfaction accrue de leur client. Donc après ça, je vous propose maintenant un petit schéma qui va illustrer les étapes clés pour déployer et mettre l'amélioration continue, déployer l'amélioration continue dans une entreprise. Donc d'abord, il faut identifier les opportunités d'amélioration. Et ça va se faire par rapport à l'analyse des processus existants, détecter les inefficacités et les gaspillages, collecter les retours d'expérience des employés et des clients pour identifier les axes d'amélioration. La difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on ne peut pas tout faire parce qu'on n'a pas de ressources illimitées. Comme on n'a pas de ressources illimitées, c'est-à-dire, même si je veux, on va me donner 1 milliard pour déployer l'amélioration continue. Donc je suis obligé de cibler et d'aller pas à pas. Donc commencer par les problèmes peut-être les plus impactants dans un premier temps. Et au fur et à mesure, donc, chaque année, identifier les problèmes que je vais corriger. Donc, dans un premier temps, je vais regarder tous les processus. Détecter les inefficacités, donc les processus qui posent le plus de problèmes. Et sur ces processus-là, je vais aller aussi collecter les retours d'expérience des employés et des clients. On a dit, je vais faire des sondages, les clients vont me dire ce qui me reproche le plus. Je vais aussi interroger les employés et ils vont me dire ce qui vraiment ne fonctionne pas correctement. Et après analyse, je vais identifier un ensemble de sujets. Quand je vais identifier, deuxième action, je vais prioriser les actions. Donc je vais évaluer l'impact potentiel de chaque opportunité sur la performance globale et sélectionner les actions à mettre en œuvre en fonction des ressources disponibles et des objectifs stratégiques. Parce que l'amélioration continue contribue à l'objectif stratégique. Et tout à l'heure, je vous ai présenté le déploiement de la stratégie, la gestion de la performance, l'excellence des processus et la haute performance. C'est la mise en symbiose de ces quatre volets-là qui constituent notre modèle d'excellence opérationnelle. Donc, tout ce que l'amélioration continue de faire, c'est aider la stratégie à atteindre son objectif. Donc, je dois regarder toujours dans les processus quels sont ceux qui peuvent avoir le plus d'impact par rapport à la stratégie, qui rencontrent le plus de difficultés, et c'est sur ceux-là que je vais commencer dans le premier temps. Mon objectif, c'est de gagner de la valeur le plus rapidement possible. Gagner de la valeur, c'est-à-dire faire en sorte que je puisse atteindre mon objectif stratégique. Donc, il faut toucher les premiers défis qui impactent le plus notre objectif stratégique. Après, quand j'ai priorisé ces actions, je vais mettre en œuvre les améliorations, donc appliquer les méthodologies adaptées telles que le Lean, le Six Sigma, le Kaizen, pour optimiser les processus et l'implication des équipes opérationnelles dans la mise en place des changements pour favoriser l'adhésion. Ensuite, on va faire le suivi et l'évaluation des résultats. Donc, on va définir des indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité des améliorations apportées, analyser les résultats obtenus et les comparer avec les objectifs fixés. Après, on va standardiser et pérenniser. Parce que j'ai identifié mon problème, j'ai priorisé, j'ai utilisé un outil d'amélioration, j'ai mis en place des indicateurs, j'ai travaillé sur obtenir des résultats. Mais il y a un dicton qui dit chasse le naturel et Dieu au galop. Donc si je ne standardise pas, je ne mets pas en place des dispositifs de contrôle, pérenniser et maintenir la performance, 6 mois après, je vais retomber dans mes travers, dans ce que je faisais qui n'était pas bien. C'est-à-dire je vais retourner dans ma zone de confort en fait. Donc lorsque on déploie un outil et qu'on améliore une manière de faire, il faut standardiser. Et pour ça, on va mettre en place de nouvelles procédures, de nouvelles pratiques et on va former tout le monde, que tout le monde travaille désormais comme ça. Donc c'est l'effort qu'il va falloir faire et il faut un dispositif continu de contrôle pour s'assurer que cette habitude-là rentre. Les Japonais, ils ont utilisé un système qui est très intéressant. Ils ont créé ce qu'on appelle le Kokanike, autrement dit le détrompeur. Vous voyez, quand on prend, par exemple, les chargeurs de téléphone, là, ça
Et il y a des chargeurs comme ça, c'est USB type C, là. Il y a le type A là. Et même si tu tournes, ça ne peut pas rentrer. Ou bien le câble HDMI, ça ne peut rentrer que dans la sortie HDMI et il n'y a qu'un seul sens. Donc c'est un système qui t'empêche de te tromper. Donc ce que les gens font sur les procédures, sur certains processus, ils vont essayer donc, dans la phase de pérennisation et de standardisation de créer des détrompeurs. C'est-à-dire soit on va automatiser ton processus dans un workflow. Donc tout le monde suit la même étape. Tu ne vas pas toi suivre une autre étape. Vous êtes tous obligés de suivre la même étape si c'est pour une commande de maison par exemple. Ou bien ils vont créer des affichages donc, dans l'espace. Si c'est un espace de logement, on dit ici voici ce qu'on mange, ici voici ce qu'on mange, ici voici ce qu'on mange. Ou bien ils vont utiliser les pots de couleur par exemple dans certains endroits, on voit que les dossiers du personnel sont verts, les dossiers administratifs sont la seule rouge. Donc on crée des systèmes de détrompeurs pour faire en sorte qu'on n'ait pas à se tromper. Et que tout le monde va toujours suivre la bonne pratique qui a été identifiée pendant notre projet d'amélioration. Donc après la standardisation, on aura la boucle de rétroaction et l'amélioration continue. Et ça, c'est le levier le plus important. Parce que comme je dis là, l'amélioration continue, quand tu vas dedans, c'est que tu dois tout le temps être en train de chercher la nouvelle efficacité et tu développes le cycle. Et quand tu as identifié une efficacité, tu as suivi le cycle, tu as traité, tu as obtenu une performance, tu dois chercher la nouvelle efficacité et puis reprendre le cycle. C'est-à-dire que tu es continuellement en train de faire ceci. Donc nous, par exemple, chaque début d'année, avec les directions, on essaie de voir quels sont, c'est-à-dire les projets qu'on a eu à traiter, si on a obtenu de l'amélioration, quels sont les nouveaux problèmes, les nouvelles difficultés. Et pour cette année, on priorise et on dit bon, cette année, on s'attaque à ça. On va travailler toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Si on a obtenu l'amélioration, on pérennise, on standardise, c'est fini. On regarde maintenant quels sont les nouveaux problèmes qu'on a eu. On priorise et on s'attaque à ça. Et on est dans ce cycle-là de façon continue. Et c'est ce que Toyota a commencé en 1960. Et en 1980, ils ont eu la reconnaissance mondiale où le concessionnaire qui a les pièces, c'est-à-dire de rapport qualité-prix le meilleur sur le marché, c'est-à-dire dans les pièces les moins chères, on gagne les moins chères, c'est relatif, mais les plus durables. C'est-à-dire quand tu fais une pièce auto, Toyota, sa durée de vie n'est pas pareille qu'une pièce auto de Peugeot ou bien de Mercedes ou bien de tant. Et en termes de prix, bon, c'est vrai que le prix par rapport aux Français, ils sont un peu équivalents, mais par rapport aux Allemands, ils sont au-dessus. Et les Allemands, les gens dans le prix, ça parle. Donc c'est en 1980, c'est-à-dire 20 ans après, que les gens ont commencé à voir l'efficacité de tout ce total production système qui a été déployé en 1960. Et quand on prend par exemple les Huawei, les opérateurs chinois, au début, quand on voulait migrer notre réseau sur les nouvelles générations de l'époque, on a parlé de Huawei. C'est quoi? Mais aujourd'hui, là, même le réseau d'accès, on veut mettre au Huawei. Parce qu'on s'est rendu compte que, apparemment, c'est de meilleure qualité que nos Alcatel, nos Ericsson, nos utilisaient. Et tous les opérateurs, ben, ils sont tous en train de migrer sur Huawei pour le réseau d'accès. Donc, il y a donné un moment. Mais bon, voilà. Donc, au départ, quand on commence, on n'a peut-être pas forcément la qualité attendue par le marché. Mais quand on est vraiment dans la logique d'amélioration continue, 5 ans, 10 ans après, c'est-à-dire c'est le marché même qui fait ta promotion tout seul. C'est-à-dire c'est même pour toi, au travers donc, des actions de communication, qui va faire la promotion de ton produit. Mais le marché seul va faire la promotion parce que le marché sait mettre en évidence l'écart entre la situation qu'ils ont connue au début quand ils ont commencé avec toi et puis la nouvelle situation dans laquelle ils sont toujours avec toi. Donc voici un peu un schéma synoptique. Oui. Plusieurs fois, en référant vers les pays asiatiques parce qu'on a que l'approche approche continue vient de là-bas, originellement. Est-ce que c'est ces pays-là qui ont
que vous vous rappelez de Taylor à la première révolution industrielle? Qui se rappelle de Taylor? Les Anabaptistes. Donc c'est Demille qui est le père du PDCA, donc qui était aux États-Unis et qui s'est exporté, mais on va le voir tout à l'heure, qui s'est exporté en Chine, au Japon, qui a vraiment vendu cette culture de l'amélioration continue et les Japonais ont adopté. Ce sont des personnes qui font chez soi. Il était aux États-Unis, il parlait, personne ne l'écoutait. Il est parti en Chine, il a parlé, ils l'ont écouté, ils ont commencé à appliquer en 1960. 1980, se sont rendus compte que les produits chinois sont vraiment de meilleure qualité. Donc, maintenant, on s'en va les chercher pour les ramener aux États-Unis. Tout ce que tu as développé là-bas, viens en faire ici. Mais Taylor, c'était le premier. Vous vous rappelez du terrorisme? On a fait son petite histoire. Première révolution industrielle, le travail à la chaîne, la séparation des tâches. Donc, c'est Taylor, c'est un Américain toujours, qui a développé les premiers principes du management scientifique. Et c'est en 1911 qu'il a écrit ce bouquin-là. Et c'était une époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque, de l'histoire, la demande était supérieure à l'offre. C'est-à-dire que dès que tu produis, même pas fini de produire, c'est déjà vendu. Tu as un carnet de commandes qui est tel que eux tous les attendent que ça sorte, et puis tout le monde boucle sur le produit. Donc il fallait produire à la chaîne et en grande quantité et de façon massive. Parce que le marché recherche le produit. Et Taylor, pour améliorer donc la production, il a observé les ouvriers dans les usines, il a regardé comment les ouvriers travaillaient et il s'est rendu compte que le travail excessif épuise vite. Donc la personne ne peut pas faire un effort continu dans le temps. Il a dit, regarde, par exemple, ici dans ce cas de figure là, l'ouvrier chimique là, c'était dans une usine à Bethléem. Donc il devait transporter des minéraux. En ce moment-là, ce n'était pas de l'électricité qu'on avait, c'était les machines à vapeur qui produisaient de l'énergie. Donc il fallait mettre des minéraux de charbon. Et puis quand la machine chauffe, voilà, ça produisait l'énergie nécessaire pour créer faire fonctionner les hélices. Donc il fallait des ouvriers pour charger les wagons et puis aller mettre la machine à vapeur pour créer donc de l'énergie. Et les ouvriers étaient payés à la quantité de minéraux qu'ils plaçaient. Donc il a vu qu'il y avait un ouvrier par exemple, la nuit, il n'était pas gros, il n'était pas musclé. Mais à la fin de la journée, la nuit, il déplaçait toujours plus de minéraux que les autres. Donc il s'est posé la question de comment lui il fait. Et puis lui, il arrive à déplacer plus de minéraux que les autres. Donc il a observé l'ouvrier dans la question de travail. Et puis il s'est rendu compte que les autres ouvriers là, qui viennent presque des grosses pelles qui peuvent prendre, on va dire, plus de minéraux. Or lui, il prend une petite pelle qui ne prend pas beaucoup de minéraux. Mais lui, quand les autres sont fatigués à midi, lui, il est toujours en train de continuer le travail. Parce qu'il a dépensé moins d'efforts. Donc, vu qu'il a dépensé moins d'efforts, il peut répéter son effort sur une plus longue durée. Donc, il va dire, ah, mais ça, c'est intéressant, ça. Donc, ce qu'on va faire, on va économiser l'effort que les gens vont faire. Donc, on va séparer les tâches. C'est-à-dire, par exemple, si on est en train de construire un ordinateur, moi, je vais assembler le clavier, toi, tu vas mettre la coque. Tu vas mettre l'écran. Donc, on va séparer le travail. Et puis, moi, je voudrais que ça à faire. Donc, j'ai moins d'efforts à faire. Mais je peux faire ça plus longtemps. Donc, c'est là où il a créé maintenant la séparation des tâches et les premiers principes du management qui ont permis ensuite aux autres acteurs de venir apporter de l'amélioration à ces principes du management. Donc, ça, c'était en 1911. Après
lui, donc, on a eu effectivement Deming. Donc Deming, lui, c'est en 1950, mais avant Deming, il y a eu Shewhart. Donc Shewhart, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit l'intelligence collective. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'intelligence collective, dit quoi? C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas être plus intelligente que 1000 personnes. Et ça, je crois même que c'est Linux qui aime bien dit ça, tous les informaticiens là. Il y a un slogan de Linux, Red Hat, je ne sais pas quoi là. On dit un ingénieur ne peut pas être plus intelligent que 1000 ingénieurs, je ne sais pas trop, j'ai pas oublié un peu le titre. Mais il dit quoi? Que si on se met à plusieurs pour analyser notre processus, on va trouver de l'efficacité beaucoup plus facilement que si c'est une seule personne. Et donc, il s'est assis seul. Heureusement qu'il a eu ce génie d'observer puis de voir qu'un gars qui n'était pas costaud déplaçait plus que d'autres. Donc, il a regardé comment ce gars-là travaillait, puis il a compris que lui, il ne fait pas d'effort excessif. Donc, ça fait qu'il peut répéter son effort de temps. Donc, c'est lui seul qui s'assied et puis il observe. Mais Shewhart est venu, puis Shewhart a dit mais au lieu qu'une seule personne s'assied pour observer, c'est pas mieux que nous tous on s'assied et puis on analyse, on fait des propositions. Donc, lui, il a introduit l'intelligence collective. Maintenant, comme il a introduit l'intelligence collective, Deming est venu avec une démarche. Il dit bon, c'est vrai qu'on va faire l'intelligence collective. C'est vrai qu'on va analyser un peu le niveau de fonctionnement. Mais ce qu'on va faire, on va créer la route de Deming qu'on appelle le PDCA. Le plan qui dit quoi? Je dis ce que je fais. Le double dit quoi? Je fais ce que j'ai dit. Le check dit quoi? Je contrôle si ce que j'ai fait est conforme à ce que j'ai dit. Et le acte, c'est j'améliore quand je constate un écart entre ce que je fais par rapport à ce que j'ai dit. Donc lui, il a créé maintenant cette démarche en 4 étapes là, à améliorer le système. Donc, PDCA. Il était au MIT. Il a vendu son concept. Il a monté écouté. Les Chinois étaient au fond là-bas, ils ont entendu parler de lui. Ils ont dit pardon, j'ai expliqué un peu. On va essayer de comprendre. Et puis on va mettre en place. Les Chinois l'ont appelé les partis. Et il a vendu le concept là-bas, il a bougé. Il a introduit des analyses statistiques dans cette démarche. Donc il a introduit des analyses statistiques. Ça a apporté encore un plus dans la partie acte. Dans la partie où tu dois améliorer, là, tu te bases sur toi pour améliorer. Et c'est là qu'il a introduit les outils statistiques, donc c'est des analyses statistiques pour voir quelle est la meilleure manière de faire et de retenir donc, dans la bonne méthode de faire le cas. Donc comme il a introduit ça, les Deming est parti parler là-bas, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont commencé à appliquer. Puis lui, il a dit, bon, dans la partie acte, on va introduire les outils statistiques. Ensuite, Taishi Ono a dit, bon, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Mais c'est là où ils ont développé maintenant la raison de la qualité de la production système. Donc, la vision c'était quoi? On veut une meilleure qualité, le prix de revient le plus bas, le temps d'écoulement le plus court. Pourquoi le temps d'écoulement le plus court? Le Japon c'est un pays sismique. À tout moment il y a des tremblements de terre, à tout moment voilà, la terre bouge. Donc si je stocke la matière première, ou bien le stock de produits finis pendant longtemps, je peux à tout moment tout perdre, parce que si il y a un tremblement de terre et que les immeubles là s'effondrent, bon, ma matière première sera perdue. Ou bien le produit fini que je devais livrer à mon client sera gâté, mon client ne va jamais prendre un produit qui n'est pas conforme. Donc, ils avaient vraiment dans leur vision là, ces axes majeurs qui étaient importants pour eux. Meilleure qualité, prix de revient, temps d'équipement, meilleure sécurité et morale de vie. Et ensuite, ils ont créé des concepts donc juste à temps, le Shibota et la notion de gaspillage. Donc, le juste à temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ça, les Japonais, ils ont vraiment écouté Deming, ils ont appliqué, tout était mesuré, suivi, enregistré. Donc, aujourd'hui, comme moi je viens et je dis à Toyota, je veux, par exemple, je dis n'importe quoi, je veux 100 véhicules de type RAV4. Toyota, ça me dit, dans quel jour précisément, je peux venir récupérer les 100 véhicules. Et ils vont me donner un délai pour prendre les véhicules parce qu'ils ne veulent pas faire du stockage. Donc, ils savent la matière première qu'ils vont commander là, à quel moment ça va venir. Leur procédé de fabrication, à combien de temps ça va prendre et en combien de temps je vais produire mes 100 véhicules. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé le takt time. Ils ont calculé le takt time, ils ont maîtrisé leur flux et puis
ils étaient au système tiré. C'est-à-dire, l'approvisionnement se fait en fonction de la prévision des autres. Donc, je sais combien je dois vendre automatiquement, on ne réfléchit même pas. Ça me dit combien je dois acquérir en approvisionnement. Puisque je sais combien je dois vendre. Mais eux ne veulent pas faire du stock. Et s'ils font du stock, et puis il y a un tremblement de terre, ils payent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont restés au système tiré. Ils ont fait compris tout ça. Mais ils sont partis de la philosophie de Denis, et puis ils ont construit toutes ces briques. Et donc, dans le Jidoka, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle dit, au Japon, comme c'est la unité de production, je fais mon contrôle qualité, il y a un défaut, j'ai le droit d'arrêter l'unité de production. Nous, à Abidjan, ici, je ne sais pas, toi, tu es le secteur industriel. Est-ce qu'un opérateur peut arrêter une unité de production? C'est le directeur d'usine qui est le seul habilité à arrêter une unité de production. Au Japon, ce n'est pas le cas. L'opérateur constate une anomalie après un contrôle qualité, il arrête l'unité de production, il réunit l'équipe de travail, il analyse, il corrige, et puis il remet l'unité de production en marche. C'est ça que je voilà, donc nous, on n'a pas forcément, et c'est pour ça qu'ils ont parlé de morale élevée dans leur vision stratégique. Parce qu'ils se font confiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué les Japonais. Les Japonais vont dans 10 fois dans la salle, 10 fois par jour. Et puis il va toujours s'impliquer. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine dignité, un certain respect. Ce sont des gars, en tout cas, vraiment, ils ont une culture. Moi-même, je ne suis jamais allé au Japon, mais je rêve d'aller là-bas pour apprendre un peu plus de leur mode de fonctionnement, de cette culture. Quand on prend, par exemple, les mafias japonaises, nous, si on prend les mafias ivoiriennes ici, quand, par exemple, on a attrapé les gars qui faisaient la drogue, je ne sais pas pourquoi je ne sais plus les noms, on dit qu'il y avait des gars de l'armée dedans, il y avait des gars comme ça, je ne sais pas toute l'histoire. Mais au Japon, on a attrapé un gars comme ça, il va se suicider. Mais l'honneur est tellement important pour eux. Même les mafias japonaises, là, ce sont des mafias qui sont là, qui existent, mais qui sont respectés au Japon maintenant. Et qui évoluent avec la police. Chacun a son. Les domaines des pratiques sont partagés comme on le dit chez nous. Chacun dans son carré, chacun fait ce qu'il a à faire, personne ne dérange l'autre, et chacun respecte l'autre. Et ils ont ce sens donc, de la morale élevée là. C'est-à-dire quand il fait une erreur, ou bien il y a comment on dit ça, une honte qu'il doit assumer, il préfère se suicider plutôt que d'assumer cette honte-là. Un dirigeant, moi je me rappelle, je ne sais pas, il y a eu un problème au Japon une année là. Et puis c'est le Premier ministre qui est venu présenter ses excuses à la télé devant la population. Nous ici, là, il y a un scandale de. On a le Congo Koala. Vous avez vu qui vient de venir parler à la télé pour dire non, on a mal agi et on a laissé un bateau entrer et déverser donc le produit congelé sur le territoire national. Personne. Mais au Japon, un scandale comme ça apparaît. Le Premier ministre, qui n'était même pas peut-être le ministre de l'Environnement, ou bien le ministre du Transport, ou bien le ministre concerné par le déversement des déchets, c'est le Premier ministre qui vient présenter ses excuses à la population. Donc, pour dire un peu comment ils ont une culture vraiment et une morale élevée très, 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 très forte. Donc, là-bas, un gars qui voit un problème sur une chaîne de production, il arrête automatiquement la chaîne de production, on corrige, et puis on remet la machine, et puis le DG ne va pas se payer. Parce qu'il veut la meilleure qualité. Il ne veut pas sortir le produit défectueux. Donc, ils ont ce droit d'arrêter une unité de production. Et ils ont mis en place dans tous les systèmes de production de gaspillage. En fait, le lean management qu'on voit aujourd'hui, ce sont eux qui l'ont pensé, ils l'ont pratiqué. Et puis, il y a des ingénieurs américains qui ont repris, ils ont appelé ça lean management. Donc, en vérité, là, ça vient du Japon. Ça vient du Japon. Tout comme on a accepté que ce soit Denis, qui soit le père du PDCA, on doit accepter que le lean management et certains outils d'innovation sont venus des Chinois et des Japonais. Si Sigma a attribué ça à Motorola et puis à Jack Welch, le général électrique, en vérité, là, c'est Takushi qui a envoyé le plan d'expérience dans le PDCA de Denis. C'est lui qui a envoyé les analyses statistiques pour analyser les performances de processus. Ce ne sont pas les Américains là. Et ils se sont laissés dépasser à un point où, en 1980, ils ont vu que les produits chinois et japonais commencent à inquiéter tous les produits sur le marché américain. Ils ont fait le demi-public control. Je ne
ce qu'il a joué, il a expliqué un peu, ils ont créé Sicile. En vérité, il y a des outils là qui étaient déjà utilisés par les Japonais. Ils ont créé une ligne maladie. En vérité, c'était déjà créé par les Japonais. C'était déjà utilisé par les Japonais de Chine. Donc, ça, c'est le Toyota Production System. Donc, il est vraiment un système de production l'un des plus performants au monde. Et sinon, le meilleur même. Et moi, j'ai pu seulement me rendre compte, c'est vrai qu'il y avait la littérature qui nous expliquait, quand tu regardes aussi l'ICKD, le leader de l'automobile du monde, tu vas voir que c'est Toyota. Mais, quand j'ai pris un véhicule Toyota RAV4 chez le concessionnaire CFAO, je suis allé un jour, pas un jour, je suis allé plusieurs fois, en maintenance. Donc, il y a des révisions à faire, après c'était donc du kilométrage, il y a pas mal de choses à faire. Et j'ai vu que toutes les théories dont on parle ici, c'était inscrit là-bas. Tu arrives là-bas, tu vois, quand tu es dans par exemple, une salle d'accueil, les clients, donc tu vas voir le salarié, la tenue du mois, c'est-à-dire ils font des challenges chaque mois. Et ils te présentent des indicateurs de performance. C'est-à-dire le management visuel, tout est affiché. Maintenant, le 5S, j'expliquais les histoires de rangement, c'est-à-dire, tu vas arriver dans un endroit, on dit, dossier du personnel, c'est un classeur rouge, dossier administratif, c'est un classeur vert, dossier temps, c'est un classeur blanc. Tous ces systèmes-là sont, c'est-à-dire, c'est marqué. Tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est que toi-même, tu voulais te tromper. Sinon, tu ne peux pas te tromper. Tout est marqué. Où tu dois passer, c'est bien indiqué. Où tu dois faire ça, c'est bien indiqué. Et tout est marqué. Et même les indicateurs de performance, normalement, moi je suis client, on n'a pas besoin de savoir qui était le salarié du mois. On n'a pas besoin de savoir qui était le meilleur à la clinique là-bas du mois. On n'a pas besoin de savoir les temps d'attente, les temps. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est marqué, donc ça veut dire que c'est suivi. Et quand j'ai fait exprès, j'ai pris une photo. J'ai dit quand il est revenu aux 10 000 km, il a vérifié pour voir si ça change. Je suis revenu aux 10 000 km, j'ai vu que ça changeait. Quand je suis revenu aux 15 000 km, j'ai vu que ça a changé. Donc, ce n'est pas comme si c'est du fake. C'est quelque chose qu'il faut vraiment. Et les tableaux d'affichage sont mis à jour régulièrement. Regardez que vous voyez. La culture du Japon, hein, ils ont réussi à l'intégrer assez fort ici. C'est mon champ. Donc, ça, c'est pour le Toyota Production System. Donc, après lui, il y a eu un Indien. Donc, Emiliano Toyota, c'est lui qui a développé la théorie des contraintes. Donc la théorie des contraintes, c'est quoi? On a un système donc, de production avec plusieurs mailles. Donc ici, c'est une étape, ici c'est une deuxième étape, c'est une troisième étape, c'est une quatrième étape, c'est une cinquième étape. Donc Conrad nous a dit quoi? Il dit si on veut améliorer l'ensemble du système, il ne sert à rien d'améliorer chaque maillon du système. Mais il faut identifier le maillon faible et améliorer le maillon faible. Et c'est quand tu as fini d'améliorer le maillon faible, tu laisses le système encore fonctionner et tu vas détecter le nouveau maillon faible. Donc c'est ce qu'il a appelé la théorie des contraintes. Parce que si tu améliores celui-là, le flux qui va arriver ici, là, sera conditionné par lui, sa capacité de traitement. Donc si lui, tu n'améliores pas sa capacité de traitement, que tu améliores ici, que tu améliores ici, ça change. Donc dans la théorie des contraintes, il faut identifier où il y a un boulot de contrôle. Tu vas subordonner tous les autres processus en amont à ce boulot. Parce que bon, d'une manière, ça ne sert à rien d'envoyer plus. Mais il ne peut pas traiter plus. Ce que lui peut traiter là, peut-être c'est que je dis n'importe quoi. Si on prend un système d'une entreprise, par exemple, je prends un système chez nous, quand on veut faire le rapportement client-final, le client peut partir de n'importe quelle agence, il a accueilli, on a dit ça. Ça va arriver maintenant chez des techniciens qui vont aller faire des études techniques. Et on finit, ça va arriver chez une équipe qu'on appelle provisionning, qui va faire la configuration donc, dans le système que le service puisse être actif. Et on finit ça, ça va aller maintenant chez une équipe d'installation qui va aller installer les clients et les clients de service. Donc, si les équipes, par exemple, qui font la configuration du système, ne peuvent traiter que 100 données par jour, que vous ayez 50, 60, 200, ça c'est votre problème, ils ne peuvent traiter que 100 par jour. Donc, même si tu augmentes la performance ici, et que lui, là, on n'a pas traité, on n'a pas donné sa performance, ça ne sert à rien.
À la fin, c'est la cadence musculaire qui va déterminer la cadence finale. Donc, pour améliorer, lorsqu'on a un groupe de maillons, on identifie là où il y a un maillon faible, on subordonne donc les processus fondamentaux à ce maillon faible. Ça nous permet de voir les mouvements normaux. Et puis maintenant, on va voir comment on améliore ce flux-là. Est-ce qu'il faut augmenter les ressources? Est-ce qu'il faut changer les outils? Est-ce que c'est parce que la méthode n'est pas bonne? Donc, on va essayer d'identifier le mot sécurité dans ce qui ne va pas. On va corriger ça. On laisse maintenant le flux fonctionner. Et puis, ça nous permet de déterminer là où il y a un mouvement. Après, on a 6 sigma. Donc 6 sigma, c'est vraiment une méthode de résolution qui est née en 86 par Motorola et qui a été déployée vraiment par General Electric en 90 par le CEO qui s'appelait Jack Welch, qui était vraiment l'un des grands managers qui est connu un peu partout dans le monde. On le cite souvent en référence dans cette MBA à cause de sa philosophie, de sa façon de management et de l'entreprise. Et c'est lui qui a été le plus grand promoteur de 6 sigma. Qui est devenu aujourd'hui une méthode de résolution de problèmes sur laquelle on développe des expertises. Donc, c'est une analyse qui se fait en 5 étapes, un peu comme il y a le PDCA qui se fait en 4 étapes. Le DMIC se fait en 5 étapes. Et les 5 étapes sont les suivantes. La première étape va être l'étape définie. Donc, dans cette étape-là, on va décrire notre problème. On va dire quel est notre problème. On va utiliser des outils qualité comme le QQOC qui va nous permettre de bien comprendre notre problème et les circonstances autour de notre problème. Ensuite, on aura l'étape mesurée. Donc, dans cette étape-là, on va mesurer notre processus. C'est un ensemble d'étapes, un ensemble d'activités qui se déroulent les unes après les autres et qui donnent un résultat à la fin. Donc, dans ces étapes-là, c'est laquelle des étapes, ou bien ce sont lesquelles des étapes qui génèrent les défauts. Donc, on va localiser donc, dans notre processus, là, dans toutes les activités complètes qui donnent le résultat final, là où il y a un défaut. Quand on a identifié là où il y a un défaut, on va chercher les causes racines. Les causes racines vont nous permettre de faire quoi? Je l'ai dit, c'est comme quand tu vas chez un médecin. Tu dis, bon, j'ai des symptômes. Et quand tu viens, tu dis, j'ai mal à la tête, mon corps chauffe, ce sont des symptômes que tu donnes. Le médecin va te poser des questions pour essayer de déterminer ta pathologie. Mais si ces questions ne lui permettent pas de rassurer donc, son raisonnement et de dire qu'il a le palud, ou bien la fièvre typhoïde, il va te demander de faire un examen complémentaire. Donc il va aller rechercher tes causes. Et c'est le même ici. C'est-à-dire ici on a identifié les symptômes, donc on sait c'est quelle étape du processus qui crée le défaut. Mais maintenant, il faut aller chercher en profondeur les causes qui sont à l'origine. Donc, il va faire maintenant un diagnostic approfondi pour sortir les causes. Maintenant, quand tu as trouvé les causes, l'étape suivante, c'est d'améliorer en supprimant les causes du défaut les plus importantes. C'est-à-dire, souvent, comme dans l'entreprise, ce qu'on fait, dès qu'on dit problème, on propose solution. Dès qu'on dit problème, on propose solution. Or, dans l'approche 6 sigma, on dit problème, description du problème, identification et localisation des défauts sur le processus, recherche des causes racines et éradication des causes. Et c'est la bonne approche pourquoi? Parce que quand tu es médecin, imagine un médecin, quand tu viens, tu dis ma peau me gratte. Ma peau me gratte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va te donner pommade, tu dis non, il y a un problème d'hématologie, on met ça sur sa peau là, et puis la démangeaison va s'arrêter. Quand tu as fait ça, la démangeaison va s'arrêter. Et c'est la cause qui est dans ton corps. Continue de créer le mal. Demain, c'est ici qui te gratte. Tu mets pommade là-bas. Après, demain, ici, c'est ici. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu traites les symptômes. Mais tu ne vas pas traiter le problème. Donc, en traitant les symptômes, un beau matin, on dit, ah, le gars là, il ne s'est pas réveillé, il est couché, il transpire, ça ne va pas, on ne comprend pas. Et quand le soleil, on voit à l'hôpital, on fait les examens maintenant, on se rend compte que, lui là, il n'avait pas un problème de peau, hein. C'était la fièvre typhoïde qu'il avait. Donc, c'est ça qui faisait qu'il avait des démangeaisons dans ses mains. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en traitant la cause, tu es sûr de réagir ou d'avoir un impact sur l'effet. Mais si tu ne traites que le défi, c'est-à-dire ce qui est ici, mais ce qui est ici, la cause étant là,
Aujourd'hui, c'est sorti ici, mais demain, ça sorti de l'autre côté là. Donc la cause là va continuer à te créer un problème. Donc c'est pour ça, ici, on cherche d'abord les causes et on éradique les causes. Maintenant, quand tu as éradiqué les causes, on va donner la partie standardisation. Parce que toute démarche d'amélioration continue, à la fin, lorsqu'on va obtenir de l'amélioration, il faut standardiser. C'est-à-dire qu'il faut standardiser de sorte à ce que tout le monde suive maintenant cette nouvelle manière de faire. C'est vraiment ça la philosophie et le principe. Et donc, si Sigma, comme je dis là, c'est vraiment une démarche qui va viser à réduire la variabilité et supprimer les défauts. Pourquoi on dit réduire la variabilité? Un processus là, il ne donne jamais deux fois de suite le même résultat. Il y a toujours une différence entre le premier résultat et le deuxième résultat. Il y a toujours une différence. Mais il est important de connaître cette variation-là. Et pour connaître cette variation-là, on va utiliser ce qu'on appelle les dates. De façon statistique, la moyenne te donne la somme donc, des valeurs divisées par l'effectif. Mais l'état type va te donner la dispersion de chaque valeur par rapport à la moyenne. Et cette dispersion-là va te permettre de savoir est-ce que aujourd'hui, là, mon processus est vraiment instable ou bien instable. Parce que si ton état type est faible, c'est-à-dire que ton processus là, il faut produire vraiment quelque chose qui est approximativement toujours le même. Alors que si ton état type est comme ça, c'est-à-dire que ton processus il reproduit des choses, mais il y a une tellement grande dispersion entre les données que c'est difficile de pouvoir l'améliorer. Donc il faut d'abord le rendre stable, donc réduire la variabilité et ensuite tu vas l'améliorer. Maintenant, après 6 mois, on a d'autres méthodes comme le lean management pour réduire les gaspillages. Comme je disais, le lean management, bon, genre les Américains, je me dis aussi qu'ils ont créé quelque chose. Donc ils ont mis le lean management dessus, mais en vérité, ils n'ont fait que reprendre les concepts qui ont été développés par les Japonais après que Deming leur a expliqué la route de Deming et ils ont appelé ça lean management. Sinon, les Japonais, ils appellent ça Muda Mura Mura. Bon, c'est en japonais. Et eux, ils ont appelé ça lean management. Donc ici, vraiment, l'objectif, c'est de supprimer les tâches sans valeur ajoutée. Donc ton processus là, c'est plusieurs étapes comme ça. Donc sécher au-dessus d'après les autres, donc te permet d'avoir un résultat à la fin. Donc qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire ici? Ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui est une valeur ajoutée pour le client. Et on va déflaguer les autres clients. Qu'est-ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour le client mais qui est obligatoire? Un peu comme la réglementation. Par exemple, quand vous partez payer une plus, l'identification là, vous, c'est pas votre problème. Vous voulez une plus pour pouvoir appeler. Mais l'identification, nous, c'est le régulateur qui nous impose d'identifier l'ensemble de vos appareils. Donc, vous, il n'y a pas de valeur ajoutée à l'identification puisque vous ne savez rien de cette identification. Mais nous, on est obligé de faire l'identification. Mais si on ne fait pas l'identification, que le régulateur vient pour nous base et qui trouve qu'il y a des numéros qui ne sont pas identifiés, ils vont nous chanter une pénalité. Donc, il y a des activités qui sont sans valeur ajoutée pour le client, mais qui sont obligatoires parce que c'est la réglementation de ton pays qui peut les faire. Et puis, il y a des activités qui sont sans valeur ajoutée et puis qui ne sont pas obligatoires. Donc, quand tu vas identifier pour chaque activité quelle est sa catégorie, ce qui est sans valeur ajoutée pour le client et qui n'est pas obligatoire, on va retirer ça dans le processus. Maintenant, ce qui est sans valeur ajoutée mais obligatoire, l'idéal c'est de trouver comment on peut le mettre à la fin du processus. Là, on répond rapidement à l'attente du client et à ce que le client veut. Et puis, par rapport à la réglementation, on va faire aussi des actions de mise en conformité. Là, en cas d'inspection de la réglementation, on va pas se trouver une situation délicate avec des pénalités. Donc, c'est vraiment ça le concept de l'humanité. Donc, voici un peu les points sur lesquels je voulais échanger avec vous. Beaucoup parler. Donc, c'est vrai que c'est 2 heures que j'ai essayé de condenser vraiment les choses essentielles pour vous partager. Mais moi, je suis très disponible. Donc, après, pas forcément ici, si vous avez besoin d'accompagnement, de soutien, voilà, pour échanger un peu sur ces méthodes, vous voulez les appliquer dans votre quotidien, dans votre entreprise. Tout d'abord, je suis disponible.
cas de force, on peut le jouer à tout moment et essayer de vous accompagner au mieux dans vos différentes démarches. Merci. Vous pouvez poser des questions. C'est ça. Beaucoup de questions. Mais j'ai bien aimé une petite anecdote quand même. J'ai bien aimé l'exemple que tu as pris des Japonais. Moi, j'ai eu à travailler avec des Japonais et j'avoue que les gars m'impressionnent. Les Japonais, précisément les Japonais, ils sont spéciaux, ils viennent d'une autre planète. On avait un travail d'équipe, c'est-à-dire on veut le coup mardi et jeudi. Donc, il me dit, on est plus souvent le dimanche matin pour travailler sur notre exercice. Il n'y a pas de problème. On arrive le dimanche, on travaille sur l'exercice de mardi. Mais bon, quand je dis qu'on a fini, on va partir, il me dit, ah mais et pour jeudi là. Et il dit, mais jeudi on peut faire mercredi. Il dit, non, on n'a qu'à faire toute la semaine en même temps. Donc avec lui, on était toujours en avance. Il dit, c'était moi seulement là. Dimanche on fait pour mardi, mardi soir on fait pour jeudi. Lui il dit, non, on fait toute la semaine. Et franchement, j'aimerais toujours travailler avec les Japonais parce que les gars sont sérieux. Non, ils sont sérieux. Ils sont hyper sérieux. Il a fait tous les exercices. Il a fini les exercices. Moi, c'est avec lui que j'ai travaillé le dimanche. Il a déjà ses réponses. Et puis, il ne va pas me bousculer. Il va m'écouter. Et là, quand je finis, il va dire, ah, ok. Parce que moi aussi, j'avais trouvé. Il dit, ah, toi, t'as déjà fini. Il dit, mais si tu as fini, pour mettre de l'eau. Non, mais en tout cas, ils ont une culture particulière, les Japonais. Moi, Non, ils sont formidables. là-bas, mais j'ai vraiment envie d'aller là-bas pour comprendre culturellement comment ils ont réussi à se transformer et puis être aussi vraiment sérieux et organisé et structuré. Quand on est structuré, va à Toyota et puis tu te rends compte que Joe, c'est le jour et la nuit avec nos entreprises. C'est le jour et la nuit. Donc là, si vous avez deux, trois questions rapidement avant de conclure. Est-ce que les étapes de définition du processus, ça n'est pas aussi important? Et comment est-ce que ces sociétés vous aider à définir le processus? Parce qu'aujourd'hui, si on veut l'améliorer, il va falloir d'abord le définir, savoir même c'est quoi un processus, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus dans ce sens. C'est-à-dire, avant même de commencer à comment, quel outil on peut utiliser pour définir le processus.
Donc ces étapes, moi je donne l'exemple chez nous, mais ce n'est pas forcément le même exemple chez nous. Mais après c'est vous, on brainstorm, parce qu'en fait le multi-support, dans le fait on brainstorming, c'est-à-dire tu vas prendre, par exemple, vous êtes plusieurs acteurs qui interviennent sur le processus, donc on s'assied tous ici, et puis maintenant ensemble on va s'accorder. Vous dites bon, on commence ici, on s'arrête ici, mais quelles sont les étapes intermédiaires? Donc quelles sont les étapes entre notre fait déclencheur et notre résultat? Donc ces étapes intermédiaires, la fois je donne l'exemple chez nous. Quand tu signales donc, une information au secteur, la première étape, ce sera l'enregistrement. Ensuite, il y aura la vérification. Après la vérification, après on aura le traitement. Et après le traitement, on aura la vérification du nouveau client. Et quand c'est fini, on a la prise de projet. Donc voici les 4 grosses étapes. Donc l'enregistrement, parce que dès lors que tu as une interaction avec ton client, il faut tracer. Il faut que ce soit tracé. Donc il faut enregistrer. Après l'enregistrement, la vérification. Parce que le client vient, il dit quelque chose, mais est-ce que ça a viré? Donc je vais vérifier. Donc peut-être il y a des soucis, il y a nous dans notre cas de figure, par exemple, le client va me dire ah, j'avais une fois, mais je n'ai pas eu mes avantages. Donc comme je n'ai pas eu mes avantages, celui qui fait l'enregistrement là, il doit vérifier est-ce que véritablement dans le système, je crois qu'il a rechargé 10 fois. Et puis est-ce que véritablement dans le système, je crois qu'il n'a pas reçu ses avantages. Donc il y a un ensemble de checks que cette personne-là va faire, peut-être de vérification. Et quand la personne confirme que c'est vraiment une réclamation, ok, donc elle enregistre. Si elle peut traiter, elle traite. Si elle ne peut pas traiter, elle passe la main à l'acteur suivant. Donc l'acteur suivant, lui, va recevoir la tâche. Il voit que ah, c'est un client qui a manifesté un désir de recevoir ses avantages, il n'a pas reçu. Et le contrôle de effectué, il ça arrive, il n'a pas reçu les avantages. Donc la personne va traiter. C'est quand la personne va traiter, il y a un bouclage qui se fait avec le client pour vérifier qu'il l'a maintenant reçu. Et il confirme qu'il a maintenant reçu. On va maintenant clôturer et prolonger. Donc ça va te permettre de sortir tes étapes macro. Maintenant, quand tu as sorti tes étapes macro, qu'est-ce que tu vas faire? Pour chaque étape, tu vas dire quelles sont les sorties. Les étapes intermédiaires. Pour chaque étape, tu vas dire quelles sont les sorties. Quand tu vas dire quelles sont les sorties, tu vas dire à qui est destinée cette sortie. Donc, qui sont les clients? Quand tu as identifié les clients, tu vas dire on a besoin de quoi rencontrer pour répondre aux attentes du client. C'est-à-dire quels sont les inputs qui vont venir rentrer ici, là, qui vont permettre de répondre aux attentes du consommateur. Et quand tu as identifié de quoi tu as besoin de client, tu vas dire qui fournit cette entreprise. Et tu vas répéter ce même cycle-là pour chacune des étapes jusqu'à ta dernière étape. Et quand tu vas finir, tu auras un truc un peu comme ça. Donc, je vais vous noter un support. Tu vois un truc un peu comme ça. Donc c'est un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais ici, notre processus, j'ai choisi un processus un peu similaire au tien. Donc on a, comment je dis ça, un centre de contact client qui se fait via le digital, donc via WhatsApp, avec, on va dire, je ne sais pas si on va dire, un robot, un moteur d'intelligence artificielle, sont intégrés de l'intelligence artificielle. Donc, qui interagit avec toi. Et quand il a fini d'interagir avec toi et que c'est une réclamation, il va transmettre ça à un web conseiller. Et le web conseiller va prendre ta réclamation et puis discuter avec toi, l'enregistrer, le tuer. Donc, il y a le basculement du robot vers le web conseiller, qui est la première étape. Ensuite, prise de contact
chaque vidéo, clôture de la conversation, couche copulative, conception, ainsi de suite. Et on liste d'abord ces étapes-là. Et quand on a listé ces étapes, on va maintenant faire comme ça. C'est-à-dire on suit ce site-là pour renseigner ces informations-là. Et pour revenir là-bas. Renseigner ces informations, revenir là-bas. Ainsi de suite. Donc ça va te donner une vue grosse maille de ton processus. Et ça va permettre à tout le monde, parce que effectivement, en amélioration continue, un processus qui n'est pas connu par tous peut être source de défauts. Mais il faut que le processus soit décrit et puis connu par tous les acteurs. Là au moins, on est sûr que nous tous, on sait comment on va faire. Et puis après, quand on va piloter ce processus-là, si on se rend compte qu'on a des défauts, on va donc travailler sur les inefficacités, donc on va localiser dans ces étapes-là. Quelles sont les étapes qui génèrent les défauts? Donc voici un peu l'approche qui nous permet de décrire simplement notre processus. On commence toujours par le niveau. Et ça me brainstorming, c'est-à-dire tous les acteurs qui interviennent sur l'activité en question, le processus en question. On s'entend, on dit où on commence, on dit où on s'arrête et on essaie de lister les étapes intermédiaires. Mais on ne va pas dans du détail fin, on reste vraiment sur les activités macro. Après, si on veut rentrer dans du détail, on commence à rentrer dans le processus. La procédure est beaucoup plus détaillée que le processus. Donc, le processus, on reste vraiment sur les tâches macro. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas, Zana, c'est bon ou bien? Ok. Au niveau des outils utilisés pour résoudre chaque problème qu'on a abordé, c'est bien. Je suppose que c'est pas tout. Il y en a beaucoup d'outils. Où est-ce qu'on peut avoir accès à ces différents outils? C'est vrai qu'on n'a pas présenté tous les outils. Où est-ce qu'on peut avoir une bibliothèque qui présente ces outils-là? J'avoue que je n'ai pas forcément de bibliothèque qui présente l'ensemble des outils. Mais par contre, j'ai des documents de synthèse qui peuvent vous orienter. Pas sur tous les outils, sur quelques outils. Des documents de synthèse. Mais une bibliothèque qui présente tous les outils, j'en ai pas. Mais je n'en connais pas en fait. Mais c'est une bonne question, mais ce serait peut-être intéressant de voir maintenant au niveau des communautés, amélioration continue, des communautés Six Sigma, si ce ne serait pas nouveau ou bien intéressant d'avoir des plateformes où vraiment tous ces éléments-là sont enregistrés là comme ça, chacun peut aller consulter, peut regarder. Sinon, je n'ai pas de lien de plateforme, je vais chercher. Si ça existe, je ne sais pas si ça existe, je vais chercher. Mais ce que je peux faire dans un nouveau vidéo, c'est de vous partager des synthèses, voilà, qui vous permettent de voir voilà, l'outil, voilà comment on l'utilise, voilà à quoi il sert. Donc, bon, et puis après, bon, chacun peut aller sur Internet, taper QQCP et puis on te donner de façon détaillée qu'est-ce qu'on fait avec SIPO, de façon détaillée qu'est-ce qu'on fait avec Simple, Six Sigma, Lean Management, donc on va détailler de façon particulière. Mais au moins la synthèse là va vous permettre d'avoir une idée générale de tous les outils que vous pouvez utiliser et quel outil sert à quoi. Après, je vais chercher sur tout à fait un bon point. Je n'avais jamais cherché, mais effectivement, ce n'est pas mauvais. Ouais, on a des référentiels comme Eton qui sont sur des plateformes où tout le monde peut aller donc regarder. Donc, les outils qualité, ce ne serait pas mauvais aussi d'avoir des référentiels qui sont disponibles et consultables. C'est pas tout comment la formule.
les méthodes de résolution pour ce qu'on a présenté ici, ce sont des méthodes de résolution pour. Donc si, par exemple, dans la vie personnelle, tu es confronté à un problème, je dis n'importe quoi, j'arrive tous les jours en étant au travail, ou bien, je dis n'importe quoi, un autre problème qui peut arriver tous les jours, bon, je ne sais pas si tu es marié, si tu t'es marié, j'essaie tout le temps de discuter avec ma femme. Voilà. Donc, ça, ce sont des problèmes qu'on vit. Et ce problème-là, tu peux appliquer donc, ces outils-là. Donc, comme je dis là, tous les outils, c'est-à-dire en fonction du problème, tu choisis l'outil qu'il faut. Tu ne vas pas utiliser par exemple l'IMAIC 6 sigma pour venir régler mon problème que j'arrive tous les jours en étant au travail. Tu as fait un Kaizen, tu es beaucoup plus simple. La vie, tu as cherché à comprendre pourquoi tu arrives au mental. Et puis maintenant, identifier des actions pour éviter donc, de réaliser ce pourquoi que tu as identifié. Donc ça, c'est plus simple. Donc, ce sont des outils qu'on utilise pour quotidien, qu'on utilise au quotidien et qu'on peut utiliser dans la vie personnelle. Maintenant, par contre, ce qu'on peut faire, puisque toi, tu es plutôt technicien laboratoire de chimie de formation, tu n'es pas forcément qualificien. Donc, tu as peut-être besoin de connaître un peu plus ces outils, de travailler un peu avec ces outils pour comprendre un peu comment on utilise chaque outil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, je ne sais pas, Oui. là, comment ça marche dans le programme, mais on pourra échanger régulièrement. Là, s'il y a une situation, tu me dis, ah bon, voilà un truc là, comment je peux faire, et puis on regarde quel est le meilleur outil. Et puis bon, voilà, tu commences à me pratiquer, moi, d'expliquer comment l'outil fonctionne, comment on prend l'outil, à quoi ça sert. Et puis, quand tu vas commencer à le pratiquer, donc ce sera comme un accompagnement que moi je vais te faire sur, par exemple, les sujets que tu veux approfondir en fait. Parce que là, je ne sais pas te dire aujourd'hui quelle est la méthode standard. Si tu veux certifier ton outil, je peux te dire quelle est la méthode standard. Si tu veux résoudre un problème, je peux te dire quel est le problème, quel est l'outil que tu veux utiliser. Mais maintenant, si c'est toi-même l'appliquer au quotidien dans ta vie, ce sera vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, j'ai telle situation, comment on procède, et puis on développe. Aujourd'hui, j'ai tel truc, comment on procède, et puis on développe. Par exemple, ton projet professionnel, si tu as un projet professionnel A, il faut construire ta vision. Dans 5 ans où tu veux être, dans 10 ans où tu veux être, dans 5 ans où tu veux être. Donc, ça te construit ton projet professionnel. Maintenant, ton projet professionnel de 5 ans à 10 ans, voici, et dans 5 ans, voici où je veux être. Et qu'est-ce qu'il faut pour être là-bas? Donc, quand tu vas faire ce qu'il faut, tu vas continuer maintenant. Qu'est-ce que j'ai dans ce qu'il faut? Donc, j'ai peut-être telle compétence, je n'ai pas, tel truc j'ai, ça je n'ai pas. Et puis maintenant, ce que tu n'as pas là, comment je compte ce cas? Et maintenant, on va trouver les moyens de trouver ce cas. Ça, c'est pour répondre spécifiquement pour ton projet professionnel. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Ce qui est bien avec la qualité, c'est que la qualité, c'est comme de l'eau qui s'adapte à n'importe quel contenu. Donc, si j'ai une bassine, l'eau peut rentrer dans la bassine. Si j'ai une bouteille, l'eau peut rentrer dans la bouteille. Donc, la qualité rentre partout. Maintenant, c'est en fonction du contenant que on va mener maintenant les outils qualité pour répondre à ce contenant. Je ne sais pas si. Je pense que tu as touché un point même qui est très très important. Et c'est maintenant qu'on va commencer à le mettre en œuvre. C'est que dans le programme, au-delà des masterclass, c'est d'avoir une sorte de mentorship entre les intervenants et les participants. Donc je pense que vraiment c'est un bon match parce qu'il vient de bouger dans une position de qualité. Avant il était technicien au niveau du laboratoire, puis c'est un black belt. Vraiment l'opportunité c'est de prendre son contact et puis je peux donner son contact pour que vous puissiez continuer à échanger. Et franchement, il ne faut pas te priver d'avoir la chance d'avoir un black belt. Ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'on a fini la séance, on a un peu débordé aujourd'hui. Et donc, je vais vraiment te donner un peu merci. C'est moi qui vous remercie un peu. Moi, Et donc, question. Ah oui, d'accord, donc, dernière question. Ah ouais, ça c'est un parcours. Non, ça c'est un peu le parcours. Il faut m'expliquer un peu pourquoi. En fait, pourquoi tu es passé? Déjà, je vais vous présenter. Je vais sortir de ce slide-là. Le parcours de certification en bronze. Et j'ai commencé en 2015. Et c'est en 2022 que je suis au Black. C'est un doctorat en fait. Mais
5 jours. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que bon, après, ça t'aide dans tout ce que tu fais en fait. Ce sont des méthodes de résolution de problèmes, des méthodes de pensée assez reconnues internationalement et qui sont standardisées même avec les normes. Donc il faut déjà faire ça orange pour les plateformes. Sinon, après, si tu vas dans des cabinets de formation, on ne suit pas forcément le même parcours. Donc, à Orange, pour être plateforme, il faut d'abord être développé. Donc, tu vas faire une formation de 2 jours. 2 jours sur un module, donc développé. Ensuite, tu vas mener des actions d'amélioration. Donc, tu vas conduire des projets et tu as un quiz à passer. Tu dois avoir 75% de bonnes réponses. Donc, 2 jours de formation, quiz et puis soutenance sur un projet d'amélioration. Quand tu as fini le Yellow Belt, tu vas faire le nom Green Belt. Green Belt, c'est 5 jours de formation. La partie Yellow Belt, on ne fait pas beaucoup d'analyse statistique, on fait les stats descriptifs. Mais la partie Green Belt, on commence à pousser un peu plus dans les analyses. Donc c'est là que tu vas faire des analyses de corrélation, de régression, de tests hypothèses et ainsi de suite. Donc ça, c'est 5 jours de formation. Et tu dois conduire, bon, tu as toujours un quiz, 75% de bonnes réponses. Et tu dois conduire encore des projets d'amélioration en intégrant donc les dimensions agiles et digitales. Donc, ils vont te demander de faire un projet. Quand tu as fini Green Belt, tu vas devoir t'inscrire au groupe Black Belt. Là, c'est 10 jours de formation. Et dans les 10 jours de formation, on va te demander de conduire 3 projets et d'accompagner 6 projets. C'est-à-dire que tu vas conduire 3 projets Black Belt, donc des projets beaucoup plus complexes. Et tu vas accompagner 6 chefs de projet Green Belt. Dans ta formation, tu dois être capable de coacher, d'accompagner aussi les chefs de projet. Et tu as un quiz aussi. Ici même, tu as 2 quiz. Tu as un quiz sur un outil qu'on appelle Quality Kernel et puis tu as un quiz Black Belt. Donc tu as 2 quiz à faire, 75% de bonnes réponses. Et tu as maintenant 3 projets à conduire toi-même et 6 projets à accompagner. Et tu vas présenter devant un jury de soutenance. Donc quand tu fais ça, tu deviens Black Belt. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Un projet là, ce n'est pas 2 jours. Tu peux faire 3 mois, 6 mois. Donc, ou bien 1 an, ça dépend des projets. Donc, accompagner 6 projets et toi-même réaliser 3 projets, donc ça va plus beaucoup de temps. Donc là, maintenant, je suis en train de faire master Black Belt. Là, c'est tout pour publier avec les c'est gars, c'est facile. Mais c'est intéressant parce que bon, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Comme ça, dans mes tâches quotidiennes. Donc après, ça passe. Donc ici, je dois faire des formations. Je dois faire des formations Black Belt, des formations Green Belt, des formations Yellow Belt. C'est-à-dire que je dois animer des sessions de formation. Ensuite, je dois accompagner des Black Belt. Je dois accompagner 3 Black Belt. Et le dernier niveau, vous avez mis ça dans le professeur de pays. Je me suis inscrit il n'y a pas longtemps au Master Black Belt. Mais le Yellow Belt, je ne vais pas connaître une certification là. Normalement, ceux qui vont en cabinet pour faire, ils ne suivent pas toute cette rigueur. Mais nous, Orange dit, nous, tu ne vas pas faire la formation pour le quiz. Mais comment il fait précédemment, on ne va pas demander de piloter un projet. Si vous dites, il a fait plus de 5 jours, il a fait quiz, et puis c'est fini, on peut se certifier presque. Donc les cabinets là, ils ne vont pas te demander de conduire un projet. Or ici, on te dit, il faut conduire un projet et puis tu allais faire soutenance. On est déjà à l'école. Donc c'est beaucoup, mais ça c'est le modèle Orange. Comme je dis, c'est le modèle Orange. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc d'ailleurs, toi, il a mis. Donc côté 3 Black Belt, donner la formation et travailler sur un programme. Donc je dois travailler sur un programme d'amélioration. Donc un programme, c'est un ensemble de projets. Donc c'est plusieurs projets d'amélioration continue qui sont réunis dans un programme. Ok, bien fait. Ce sont les conditions. Donc, je n'ai pas le choix. Mais pour les cabinets qui certifient, là, je ne pense pas qu'ils fassent la condition de soutenance là soit inclus. Je pense que là-bas, c'est tu fais le cours et puis tu fais le quiz.
choisir ces combats. Parce que je ne pourrais pas avoir toutes les ceintures. Dès que j'ai une ceinture ou double, mais pas une ceinture. Non, mais c'est important, ça va pas. Joël, encore une fois, merci. On va prendre une petite photo sur ce tableau-là et on va sortir pour prendre des rafraîchissements avant de te libérer pour que tu puisses quand même prendre un peu de force. Non, les gens qui sont pas. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Et comme je dis à la disposition, à tout moment, n'hésitez pas. Tout de suite là. Ok. On va essayer de mettre juste comme d'habitude. Voilà, on peut faire un peu. Voilà, c'est bon, c'est top. Un peu comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est parfait, c'est magnifique. Voilà. Tac. Ok, c'est bon. Donc, on va aller maintenant sur la terrasse. Les gars, je vais vous demander votre aide pour faire partir les